Je vais donner la parole à Rebecca peut-être, et puis on va appeler les premiers speakers sur scène. Merci Maya. Et en effet, on peut commencer notre première table ronde. Donc j'appelle à me rejoindre Julie Gaillet, qu'on peut applaudir. On peut applaudir tous les intervenants, actrice, réalisatrice et productrice. Laurent Vallée, le patron de l'INA. Jean-David Blanc, le fondateur de Molotov et d'Allociné. Faustine Fleuret, présidente de l'Association pour le développement des actifs numériques. Bilal El Ami, cofondateur de la NFT Factory, de Dogami et de Pirates Lab. Et enfin Frédéric Montagnon, fondateur d'Ariane. Merci à tous d'être là aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir, à prendre les micros. Je crois qu'il y a un micro ici, si on peut nous en apporter d'autres pour que tout le monde puisse prendre la parole. Peut-être commencer avec toi, Julie. Un petit mot peut-être pour rebondir sur ce que Maya a dit et ton regard, le regard du cinéma, comment le cinéma perçoit la tech aujourd'hui. Le cinéma, je ne sais pas, mais les acteurs et actrices, c'est certain que là, ce serait plutôt ma casquette comme actrice, qui a eu beaucoup de bouleversements dans nos métiers. Quand j'ai commencé avec Agnès Varda, Marcello Mastroianni m'expliquait que le cinéma, c'était très mal vu, parce qu'à l'époque, c'était le théâtre qui était le grand art. Et quand le cinéma est arrivé, on disait « Oh là là, le cinéma ». Et il a dit « J'ai eu la chance... d'avoir des copains qui faisaient du cinéma, qui étaient plutôt pas mauvais, comme Fellini, comme d'autres. Et puis la télévision et toutes ces peurs. Et il m'a dit, n'écoute personne, écoute ton instinct. Et la télévision, c'est formidable si tu as envie de faire la télévision. Et aujourd'hui, on a la série qui a percuté nos industries. Et donc, sans cesse, les nouvelles technologies peuvent faire peur. Moi, j'ai toujours écouté Marcello en me disant, j'ai toujours Marcello sur mon épaule. Et je me dis, il a raison, il faut s'écouter. C'est certain qu'on fait des métiers... il y a différents niveaux. Il y a des acteurs très, très connus et puis il y a ceux qui font du doublage. Donc, je ne vais pas pouvoir parler pour toute la diversité des acteurs. Je pense que c'est compliqué. Certains ont peut-être légitimement raison d'avoir peur, mais je crois tellement à l'imperfection, à cette jolie phrase de Billy Wilder, « Nobody's perfect », mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce petit grain de sable et que l'acteur amène de l'émotion. Et parfois, il se passe des choses sur un tournage inattendu qui va bouleverser, changer le tournage, et que si tout est pensé, imaginé et contrôlé, est-ce que c'est si intéressant? Et que donc ces outils seront très inspirants, utiles, et nous allons pouvoir à la fois les faire bouger et probablement aussi s'en inspirer. Moi, quand j'ai vu arriver le jeu vidéo, et certains jeux vidéo, comme j'allais dire Assassin's Creed, et que je voyais les moments où ça jouait, je me disais, waouh, on va bientôt plus avoir d'acteurs. Mais non, je pense au contraire que ça s'inspire et ça s'enrichit. Donc moi, j'ai plutôt cette vision-là. Donc je serais ravie de répondre à vos questions et si on doit échanger, voilà. Mais je laisse Laurent Vallée peut-être prendre le relais. Qui n'est pas acteur. Qui n'est pas acteur. Laurent, tu es patron de l'INA, mais tu diriges aussi, président de l'INA, tu diriges aussi l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Avant. Je ne cumule pas. C'est une casquette qui te sert quand même. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'exploitation des catalogues, peut-être ? Oui, nous, à l'INA, bonjour à toutes et tous, pardon, d'abord, à l'INA, on est un des plus gros détenteurs de catalogues audiovisuels au monde. Avec la librairie du Congrès, on ne sait pas bien, mais ils ne sont pas très transparents à Washington. 27 millions d'heures intégralement numérisées de télévision, de radio. Et de fait, et par définition, la tech, ça ne nous a jamais fait peur. On l'a toujours vu comme un outil, d'abord parce qu'il a fallu numériser, quand on a commencé dans les années 90, numériser tous ces contenus d'archives pour que ce catalogue soit exploitable. Et puis, une fois qu'on a eu fini de le numériser, il y a 4 ou 5 ans, évidemment, quand on a commencé, on pensait qu'on serait les rois du pétrole quand on aurait 27 millions d'heures numérisées, parce que c'était absolument énorme. Mais entre-temps sont arrivés les réseaux sociaux. Enfin, 27 millions d'heures, ça doit être à peu près 2 jours de vidéos sur Insta, sur TikTok, sur Facebook. Donc, en fait, en soi, avoir 27 millions d'heures de contenu,
n'est plus un avantage compétitif. Et évidemment, on s'est rendu compte que l'important, c'était la capacité à éditorialiser ces contenus, à proposer une offre nouvelle, attractive, que ce soit en termes de rebond sur l'actualité, que ce soit en termes d'offres SVOD, de séries vintage, etc. Et c'est ce qu'on a fait avec Madeleine, c'est ce qu'on a fait avec Ina.fr, où on est passé en 10 ans de moins de 90 millions de vidéos vues à 1,7 milliard de vidéos vues l'an dernier. Et au fond, évidemment, la tech, là aussi, pour la puissance de l'éditorialisation et la capacité à rendre nos contenus découvrables, c'est essentiel, parce qu'évidemment, pour pouvoir naviguer dans un catalogue aussi grand et concevoir des offres, que ce soit des offres par extrait, par intégrale, pour les publics, il faut d'abord qu'on sache retrouver les contenus pertinents. Et évidemment, Agina, une de nos forces, c'est qu'on a plus de 150 documentalistes, 150 personnes qui indexent en permanence ces contenus. Mais évidemment, l'IA va être va nous donner une capacité incroyable, non pas là aussi à remplacer nos archivistes, nos documentalistes, mais à aller plus vite et à effectuer un certain nombre de tâches pour taguer ces contenus de façon pertinente et nous aider à les retrouver. Mais ça offre des possibilités extraordinaires en termes de restauration de ces images, parce que certaines sont évidemment anciennes, de colorisation de ces images. Donc bref, toute la tech, elle rend ce catalogue, elle démultiplie les possibilités, les potentialités d'exploitation de ce catalogue. Et donc, pour nous, c'est un binôme extrêmement fertile en termes de conception de nouvelles offres et d'atteinte d'un public avec des contenus qui comment dire, ne peuvent pas simplement, dont on ne peut pas simplement se contenter de se dire qu'ils sont très nombreux, très abondants, parce que ça, aujourd'hui, c'est plus ça le facteur clé pour pouvoir développer des offres qui touchent le public. Et un petit mot peut-être sur les sources de revenus. En quoi le catalogue est aussi une source de revenus pour le cinéma et l'audiovisuel ? Ce catalogue, c'est une source de revenus parce que, d'abord, tout le travail d'éditorialisation qui nous a permis, par exemple, aujourd'hui, de construire une quarantaine, ou même presque 50 maintenant, chaînes YouTube thématiques. Là, on vient de lancer sur YouTube, sur TikTok, une chaîne Ina Hip Hop, où, évidemment, c'est un modèle de revenus par pré-roll, mid-roll, enfin, c'est un modèle de revenus publicitaire, hein, évidemment. Et donc, oui, évidemment, plus vous arrivez à faire une offre attractive, ciblée, thématique, plus vous pouvez la monétiser avec des annonceurs qui savent que vous allez toucher le public que vous cherchez à atteindre. Moi, je voulais juste donner un petit exemple concret de ce qu'a fait Lina, puisqu'on est venu ensemble présenter un film ici à Cannes, qui a été en sélection officielle autour de Mandela. C'était sur le procès de Mandela. Et à l'époque, donc le procès avait été enregistré par des dictabelles. C'est des espèces de bandes comme ça. Et c'est un ingénieur de l'INA qui a réussi à le numériser. Plus personne ne pouvait écouter le procès parce qu'en réalité, ça abîmait et détruisait à chaque fois qu'on écoutait. Donc ça avait été mis dans un placard. Grâce à l'INA, ces archives sonores du procès de Mandela ont été restaurées. Et on en a fait un film avec de l'animation, parce qu'on ne pouvait pas forcément filmer pour l'époque. Donc ça ne remplace pas tout à fait les acteurs, mais de l'animation, et ça a permis l'imaginaire. Et avec les anciens co-détenus qui est encore vivant, Mandela. Comme quoi, que tu as offert à l'Afrique du Sud. Absolument. Merci, Julie. Jean-David, tout à l'heure, Laurent parlait des offres et de la VOD. Est-ce qu'aujourd'hui, la distribution et les plateformes peuvent menacer les entrées en salle au cinéma ? C'est quoi l'impact économique sur les entrées en salle au cinéma des plateformes ? Je crois que c'est plus généralement la multiplication des contenus et l'accessibilité de ces contenus sous toutes ces formes qui fait qu'on a des alternatives. Donc forcément, avant, il n'y avait que le cinéma. Avant qu'il y ait même la télévision, il n'y avait que le cinéma. Donc dès qu'on voulait voir des images animées, des films, il fallait aller en salle. Puis apparaît la télévision, ça crée une concurrence au cinéma. Alors l'industrie, je me souviens à cette époque-là, alors même si j'étais pas né, l'industrie du cinéma s'est dit c'est la fin, il n'y aura plus personne dans les salles puisque les gens ont une salle à la maison. En réalité, ça a fait exactement l'inverse, puisque ça a permis aux films d'être davantage distribués, donc d'intéresser davantage de gens au cinéma, de faire la promotion du cinéma, et ça fait remonter les entrées en salle de manière considérable. Et aujourd'hui, les plateformes arrivent avec un peu le même schéma. Donc plus on va multiplier les occasions de découvrir des œuvres, plus on va donner envie
d'aller en voir d'autres, en réalité. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que la multiplicité, la quantité d'œuvres accessibles sur les plateformes génère nécessairement une différenciation qui doit se faire quand on va devoir se déplacer en salle. Et donc, il faut que les films qui sont présentés en salle soient de plus en plus uniques, de plus en plus particuliers, et sortent de l'ordinaire pour que les gens sortent de chez eux et fassent l'effort d'aller dans la salle. Ça va être ça la difficulté. Et il y a un sujet aussi sur la chronologie des médias. C'est qui essaye de gérer ce sujet-là, précisément. Mais je voudrais revenir sur la tech et le cinéma, parce que cette initiative ici est d'une manière générale la tech et le cinéma. Et ce qui fait que je trouve que cette initiative a vraiment du sens. La tech engendre des nouveaux univers de développement. C'est quand on a inventé la caméra et son frère ou corollaire, le projecteur, pour diffuser les films, on a inventé une nouvelle écriture, une nouvelle industrie. On est passé du théâtre au cinéma. Quand on a inventé les premiers effets spéciaux, ou du moins les premières caméras légères, ça a engendré une nouvelle forme de cinéma, notamment la nouvelle vague. Quand on a créé les effets spéciaux, les premiers effets spéciaux analogiques, ça a généré une nouvelle génération d'auteurs comme Spielberg, comme Lucas, qui ont créé tout ça. Et quand ces effets spéciaux sont devenus digitaux, ça a généré là encore de nouvelles écritures. Pixar, tous les Marvel. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais à chaque fois que la technologie innove, ça crée de nouvelles opportunités de créativité. Et c'est pour ça que cette Tech Cannes, la tech permet justement d'ouvrir de nouveaux univers. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur, il faut au contraire essayer de comprendre en quoi la technologie, on parlait tout à l'heure avec David de scénarios, pour écrire des nouveaux scénarios, on peut se dire, tiens, les scénaristes ne vont plus exister, pas du tout, ça va créer des nouveaux outils pour aller encore plus loin dans la créativité. Et c'est pour ça que je trouve cette initiative géniale. Elle l'est, en effet. Si on revient rapidement sur le financement, Faustine Fleuret, sur le financement participatif, est-ce que les modèles de financement participatif rivalisent le financement traditionnel dans le cinéma? Alors, le financement complémentaire. Oui, tout à fait. En fait, ce que j'allais dire, c'est que tout ce qui est en train de se développer grâce à des nouvelles technologies que peut-être vous connaissez un petit peu, mais certainement pas encore tous, les blockchains, les cryptoactifs, qui permettent des nouvelles modalités de financement, ça va plutôt venir pallier là où il y a des écueils, mais que finalement on peut retrouver, quand on parle du cinéma, dans d'autres domaines de l'innovation, pallier l'insuffisance des financements traditionnels, que ce soit le financement public, que ce soit le financement privé, aller chercher d'autres personnes qui ne sont aujourd'hui pas leveragées pour aller participer à ce financement, mais aussi parce qu'il n'y a pas les outils qui sont utiles et que c'est pas auprès des banques, ça ne va pas être le crowdlending. Voilà, il y a d'autres communautés qui peuvent être incitées à participer au financement de l'innovation, de la culture, le cinéma, là où il y a besoin de plus de prise de risque, là où ça va être peut-être un peu plus de l'idéation, plus de la prospective. Et donc aujourd'hui, les technologies blockchain et les cryptoactifs permettent de créer de nouveaux modes de financement qui vont faciliter de façonner des communautés en leur permettant de mieux contrôler, d'avoir la propriété de nouvelles valeurs, d'une partie par exemple du film, si on peut l'imaginer, d'être récompensé pour cela, des communautés hors peut-être des élites ou des personnes qui vont aujourd'hui participer à ce financement et que l'on va pouvoir récompenser, en amont, pendant et en aval, de façon pérenne, de façon durable, parce qu'aujourd'hui ce que permettent les cryptoactifs, c'est justement cette valeur durable de l'émission, mais aussi dans l'échange, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément évident. D'ailleurs, il y a un enjeu sur la meilleure connaissance de ces financements via les cryptoactifs, via les NFT, aussi la facilitation de cet échange, de ce marché secondaire, pour amener ces communautés nouvelles, ces plus petits investisseurs qui aujourd'hui ne sont pas onboardés, sachant que l'on sait que notamment sur des populations peut-être plus jeunes, il y a une vraie appétence pour détenir ce type de cryptoactifs, ce type de NFT. Aujourd'hui, c'est 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs, c'était 10% l'an dernier, c'était 8% il y a 2 ans. On note une accélération aussi de l'adoption des NFT, les jetons non fongibles, donc ces valeurs numériques qui sont uniques et qui sont échangées sur ce nouvel Internet, c'est x3 en 2 ans. Et finalement, c'est ces populations-là que l'on va pouvoir inciter
qu'aujourd'hui ne se sentent peut-être pas concernés parce que c'est peut-être un peu niche, un peu obscur comme milieu, l'innovation, la culture. Et pourtant, voilà, si on rapproche les artistes, si on facilite la traçabilité, que ce soit de la distribution, de la production, de la diffusion de l'œuvre, c'est des gens qui, par cette appétence technologique, vont pouvoir finalement se saisir de ces innovations pour ce milieu-là qui ne s'en est encore pas forcément emparé. Donc on a un enjeu aujourd'hui de mieux faire connaître ce que sont les blockchains, les cryptoactifs, le Web3 en général, c'est-à-dire ce nouvel Internet qui se met à disposition notamment de ceux qui aujourd'hui, par exemple, n'ont pas accès au financement, mais aussi pour les artistes qui ont besoin de mieux tracer leur œuvre, ce qui est en effet derrière, qui a une meilleure gestion, par exemple, du partage des revenus dans les collaborations entre artistes, lutter contre la contrefaçon quand on parle de certaines œuvres culturelles. Voilà, il y a un enjeu pour nous et c'est pour ça que ce festival est extrêmement important, de pouvoir démocratiser toutes ces opportunités qui sont nouvelles, qui sont récentes, les technologies blockchain, les cryptoactifs, le Web3, c'est tout au plus 15 ans d'existence, donc des jeunes acteurs qu'on ne connaît pas trop, mais dont la visibilité et le rayonnement par ce type de manifestation est extrêmement important. Bilal, peut-être pour compléter ce que Faustine disait sur le Web3, la blockchain, et comment en fait, finalement, ça garantit une certaine éthique et une certaine transparence dans la distribution. Éthique et transparence, alors oui, on va y venir. En fait, ce que je voulais rebondir d'abord sur ce que disait Jean-David, la technologie ouvre des opportunités. Et quand on parle de financement, du coup, on peut se demander d'où venait le financement avant. Je trouve que le financement était assez centralisé pour ce qui est du cinéma. La question était comment on peut le décentraliser, c'est-à-dire attirer des liquidités ailleurs, des financements publics, par exemple. Et l'une des limites qu'apporte la blockchain comme réponse, c'était la capacité à gérer une énorme quantité d'investisseurs. C'est un peu comme dans l'éducation. Si un professeur a 50 étudiants et s'il en a 20, la qualité de l'éducation sera meilleure quand il y a 20 étudiants parce que l'attention sera moins dispersée. Donc c'est un peu la même chose avec des investisseurs. Plus il y a d'investisseurs, plus c'est difficile de les gérer. Ce qu'apporte la technologie blockchain, c'est cette capacité à mieux gérer d'énormes fractions d'investisseurs. Et c'est grâce à ça que la technologie blockchain est pertinente pour le financement dans un premier temps. Ensuite, le deuxième, c'est ce qui est critique, c'est le réseau de distribution. C'est facile de construire un produit, mais de valider son hypothèse en est une autre. Et c'est là où rentre la communauté, l'aspect communautaire, qui est en fait dans la continuité du storytelling. Les gens veulent s'identifier, appartenir à des clubs. Et en effet, le cinéma est quelque chose de très attirant. Tout le monde va au cinéma. On a tous des fan-acteurs, enfin, des acteurs dont on est fan. Et il y a différents moyens de monétiser cette relation. Et la blockchain, dans sa capacité d'authentification, apporte une certaine éthique, parce qu'on peut vraiment retracer, créer une connexion directe entre les personnes. Frédéric Montagnon, tu es fondateur d'Ariane, qui se donne pour mission de mettre la blockchain au service de l'authentification des produits de luxe. En quoi ça se calque aussi pour le cinéma ? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir prendre cet exemple-là pour... Moi, j'investis beaucoup dans tout le secteur, dans cette technologie-là et dans des entreprises qui utilisent ces technologies, ces architectures qu'on dit Web3 dans plein de domaines. Le principal domaine que c'est en train de révolutionner, c'est le domaine de la finance. On met à plat finalement des infrastructures financières qui, pour l'instant, étaient vraiment construites en pyramide, c'est-à-dire que finalement, quand on finance un film, quand un fonds d'investissement finance un film, au bout du compte, il y a forcément quelqu'un qui a mis de l'argent dans un fonds, qui finalement a mis dans ce film. Avec ces technologies, on peut arriver à créer des infrastructures qui sont suffisamment légères à déployer pour donner l'accès directement à la personne finale, donc qui sont ces 12% de personnes qui aujourd'hui investissent dans du Bitcoin ou ailleurs, et qui peuvent aussi aller investir dans d'autres types d'actifs. Et cette technologie blockchain, elle permet de mettre complètement à plat cette infrastructure financière, de donner cet accès et de créer des marchés de toute petite taille, chose qui n'était pas possible de faire avant dans une industrie financière qui est très coûteuse pour des raisons de sécurité de l'information, de conformité et autres. Et donc c'est ça, en fait, ce passage-là et cette avancée technologique,
Elle permet ça, et elle va permettre, par exemple, alors on peut prendre quelque chose de très précis, un film qui voudrait se faire financer peut parfaitement faire appel aujourd'hui avec cette technologie à une population très large, que sont des investisseurs privés ou des fonds d'investissement sur la même infrastructure, permettre d'émettre un actif qui, lui, va donner de la rentabilité, enfin va permettre de distribuer des royalties tout au long de la vie de l'œuvre, et de créer aussi les marchés secondaires qui vont permettre à des gens de pouvoir revendre ces actifs à des gens qui pourraient s'y intéresser. Et en fait, cette capacité à créer des marchés secondaires très actifs et de réduire la friction à pouvoir et investir et désinvestir et réinvestir ailleurs, c'est cette vélocité et cette capacité d'apporter de la liquidité et de la faire tourner en fait qui est important, tout en ayant la possibilité de le faire avec une granularité très faible et, comme vous le disiez, de créer des communautés engagées, non pas parce que c'est juste des fans, mais parce que c'est des gens qui vont profiter aussi de la création de valeur et qui vont avoir un intérêt à aller pousser les œuvres dans lesquelles ils ont investi. Et on le voit bien, hein, c'est une communauté, le cinéma, c'est une communauté, la tech. Quand on travaille dans ces industries, on a tous des intérêts communs financiers. Et c'est ça qui, à un moment donné, permet à des écosystèmes et à des nouveautés de pouvoir émerger. S'il n'y a pas cet intérêt financier quelque part, je ne veux pas être trop machiavélique, mais si on n'a pas un intérêt financier à pousser les projets des autres, a priori, on ne le fera pas naturellement. Donc c'est ça que ça permet de le faire avec une très petite granularité. Je veux juste donner un exemple d'un film qui s'est fait financer grâce au NFT. C'était il y a 1 ou 2 ans, le film Kaeditas, qui a récolté 800 000 € auprès de 550 souscripteurs de NFT, là où il ne trouvait pas en fait, auprès des investisseurs privés qu'il avait contacté l'appétence nécessaire pour. Et tous ces avantages de justement créer une nouvelle communauté, de l'inciter, de la récompenser de façon dynamique, c'est ce qui a été mis en avant derrière par ces souscripteurs-là qui ont participé et par le réalisateur en lui-même qui s'est senti en fait finalement plus proche de sa communauté et de pouvoir l'activer beaucoup plus facilement grâce à cette finalement intermédiation limitée qui a été permise par le financement via NFT. Merci. Non, je voulais rajouter juste 2 choses. En fait, je voulais vraiment faire la différence entre la techno-blockchain et les crypto-monnaies. La techno-blockchain permet d'améliorer l'infrastructure financière et donc transactionnelle et donc récolter des capitaux, etc. C'est pas pour autant qu'on doit forcément investir en Bitcoin. Ensuite, grâce à la blockchain, on peut aussi créer des outils d'alignement d'intérêts, comme disait Frédéric. Et c'est cet alignement d'intérêts, en effet, qui rend en fait, les consommateurs plus acteurs de cette transformation. Je vais proposer à Flore Egnel de venir conclure la table ronde. On me dit que voilà, Flore a quelque chose. Pardon, Flore. Ou, comme tu veux. Merci beaucoup. Je me mets entre les deux. Merci beaucoup. Oui, je suis ravie de faire partie de ces échanges. Peut-être pour apporter une petite couleur sur la diversité et la parité, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la tech, dans l'innovation, et les femmes restent encore très peu présentes. J'avais envie de rappeler juste un chiffre sur le nombre de CEO femmes en France. On est à moins de 13%. Et donc c'est essentiel de mener des actions, et aujourd'hui on le fait aussi, d'en parler, pour qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus de diversité dans la tech. Et je pense que le plus important, avant de se dire que peut-on mettre en place pour avoir plus de diversité, c'est de comprendre l'écosystème aujourd'hui dans lequel on est. C'est aussi pour ça qu'on a mené une étude avec France Digital, donc je fais un petit clin d'œil à Maya, avec Roland Berger, pour dresser le portrait des entrepreneurs et des entrepreneuses en France. Et il y a plusieurs chiffres qui nous ont marqués chez Willa. Déjà, c'est que parmi les femmes interrogées, il n'y en avait aucune qui se lançait par vocation, ce qui est très différent des hommes. Il y a près de la moitié des femmes qu'on a interrogées qui ont attendu d'avoir 10 ans d'expérience professionnelle avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui est 2 fois plus que les hommes. Et autre chose aussi qui ressort peut-être un petit peu moins dans les échanges qu'on avait, c'est le moteur principal des femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'impact et la recherche de rentabilité, ce qui est aussi un peu différent des hommes. Donc c'est essentiel aujourd'hui de comprendre
l'écosystème dans lequel on est, qui est en train d'évoluer extrêmement vite, et il faut mettre en place des actions spécifiques dans le cinéma, dans les industries culturelles et créatives, pour que cette parité augmente, parce que le monde de demain ne peut pas se construire sans la moitié de la population. Sur la tech et la parité, il y a une question sur, en effet, quelle est la place des femmes dans les entreprises tech, dans les startups tech, mais il y a aussi le sujet de comment la tech peut aider à faire avancer la parité. Et je voulais juste donner un exemple. À l'INA, on a développé, il y a une loi qui est passée en France il y a une dizaine d'années qui impose que les chaînes de télévision respectent la parité dans un certain nombre de leurs émissions de plateau notamment. Et donc l'ARCOM, ce qu'on appelait avant le CSA, produit chaque année une étude qui souligne la façon dont, sur l'ensemble des chaînes conventionnées avec l'ARCOM, les chaînes de la télévision numérique terrestre en particulier, les femmes sont représentées de façon paritaire ou non paritaire. C'était fondé jusqu'à il y a 4 ans sur un système déclaratif où les chaînes remplissaient un questionnaire en disant voilà, sur mon émission de plateau de 18 à 19h30, j'ai 2 hommes, 2 femmes, donc tout va bien. Depuis quelques années, on co-fabrique cette étude avec l'ARCOM parce que parmi ces 27 millions d'heures que j'évoquais tout à l'heure, on a tous les journaux télévisés, toutes les chaînes sont enregistrées, numérisées, stockées à l'INA. Et comme par ailleurs, on a un département recherche, dans le cadre d'un projet de recherche financé avec des labos universitaires, un projet labellisé ANR, comme on dit, on a développé dans un projet qui s'appelle Gender Equality Monitor, un des chercheurs de l'INA, David Doucan, a développé une solution entraînée en deep learning qui s'appelle INA Speech Segmenter et qui est capable de reconnaître à coup sûr si une voix est une voix d'homme ou une voix de femme. Et même quand c'est Jeanne Moreau, il dit bien que c'est une voix de femme, et même quand c'est Jarouski, il dit bien que c'est une voix d'homme. Et alors, vous passez la même émission de plateau que celle que j'évoquais dans le système déclaratif, et vous vous rendez compte que certes, il y a 2 hommes et 2 femmes sur le plateau, mais qu'elles ne parlent que 30% du temps. Voilà. Donc voilà comment la tech aussi, sur ce peer pressure ou ce name and shame qui est quand même l'objectif poursuivi par ce rapport annuel, permet aussi de faire progresser les questions de représentativité de genre dans les médias. Un mot, Julie, et puis après on ouvrira le débat à tout le monde. Mais là, c'est plus par rapport aux plateformes ou par rapport à cette idée de visibilité, de donner de la visibilité au film, parce que c'est très important. Avec Véronique Lebris, elle a écrit un livre qui s'appelle 100 films de femmes. Et l'idée de ce livre n'était pas simplement de donner des noms de réalisatrices, mais aussi de se dire que tous les noms qu'on citerait, tous les films qui seraient cités seraient visibles. On pourrait les voir d'une manière ou d'une autre. Comme ça, vous allez sur Allociné où vous allez trouver et vous avez un lien pour le voir. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de films de femmes qui n'étaient plus trouvables, qui n'avaient pas été numérisés, qui n'étaient pas archivés. Et que donc, dans l'importance aussi de pouvoir avoir des plateformes, de se dire que là, il y a un travail aussi conscient. C'est-à-dire que ça doit être aussi une volonté de pouvoir le faire. Et donc de continuer, et moi je trouve que Sista a raison, de compter les femmes et de regarder ça et de ne pas lâcher sur ces sujets-là. Et là je dirais que Fabienne Sylvestre, qui est là du Lab des femmes de cinéma et qui œuvre sur ça dans le cinéma, on est très vigilante, mais on a besoin de la tech aussi pour ça. On va poursuivre, on va ouvrir un peu à tout le monde, donc n'hésitez pas à interagir avec nous.